Bonjour à tous, n'oubliez pas de liker, de commenter pour le référencement, et surtout de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci et bon visionnage à tous. Au début des années 2000, quand j'étais dans ma fin d'adolescence, j'avais une relation difficile avec ma mère et elle me renvoyait souvent chez moi, où je partais en trombe. Alors je passais beaucoup de temps à errer sans but dans les rues, souvent la nuit. Une nuit, je marchais en haut de la colline vers chez moi, il était tard, vers 2 heures du matin ou quelque chose comme ça, donc la rue et la route étaient vides. Une voiture a ralenti derrière moi, a rampé à côté de moi pendant 1 minute puis s'est arrêtée à quelques pas devant. En passant devant le conducteur, un grand gars avec un visage rond et gras et des yeux sombres et pétillants, a dit quelque chose comme « Je veux te parler ». Ce n'était pas inhabituel à l'époque que des vieux pervers accostent des adolescents, donc j'y étais habitué, mais pour une raison quelconque, je me sentais super tendu, se dit sur tous les poils qui se dressaient vrais. Donc, au lieu de lui dire le classique fous le camp, pervers, j'ai juste marché rapidement en le dépassant, regardant droit devant moi comme si je ne l'avais pas vu ou entendu. Il a accéléré et m'a dépassé, a fait demi-tour avec la voiture et s'est encore garé à côté de moi, donc cette fois j'étais du côté du conducteur. J'ai reculé de 2 pas et j'ai presque couru à travers la route, regardant ma maison au loin en pensant merde, je dois retourner de l'autre côté. Puis il a encore accéléré, a fait demi-tour de façon vraiment agressive cette fois et a freiné brusquement à quelques pieds devant moi, ouvrant sa porte en même temps pour sauter dehors. J'ai paniqué et j'ai sprinté de l'autre côté de la route, en bas de l'allée de nos voisins et le long du côté de notre maison. Nous avions une porte de côté qui était dans un renfoncement, donc je m'y suis glissé, luttant avec ma clé dans le noir pour essayer d'ouvrir la porte. Pendant que je faisais cela, j'ai vu sa voiture s'approcher et s'arrêter en haut de l'allée, il est sorti et a marché quelques pas sur l'allée, me cherchant derrière les haies. Heureusement, il ne pouvait pas me voir coincé dans cette porte dans le noir, donc il est remonté dans sa voiture et a pris la fuite. Je suis rentré à la maison, un peu secoué, j'ai raconté l'étrange histoire à mon frère, on en a ri, nous étions des adolescents après tout, et on a tout oublié. Quelques années plus tard, j'ai vu la photo de ce gars dans les nouvelles. Il a été condamné pour plusieurs meurtres, enlèvements et viols de filles et de femmes dans notre région, et est soupçonné de beaucoup d'autres. Toutes ces années plus tard, on lui attribue encore des affaires historiques. Je ne saurai jamais avec certitude, mais je suis assez sûr que c'était lui. Même visage rond, même yeux sombres pétillants, même région, même période. Étrangement, ça me dérange beaucoup plus maintenant que je suis plus vieux que ça ne l'a fait à l'époque. Peut-être parce que j'ai maintenant des filles. Donc ouais, c'est l'histoire de pourquoi vous ne devriez jamais envoyer vos enfants dehors la nuit, peu importe à quel point ils se comportent comme des petits cons. Envoyez-les juste dans leur chambre, bon sang. Lyon, France, 1994, Nathalie termine son service d'infirmière, il est 5 heures du matin. Elle monte dans sa voiture et s'engage dans les rues encore désertes. Très vite, elle remarque qu'une voiture la suit de près. Au moment de la dépasser, la voiture se rabat violemment derrière Nathalie et commence à lui faire des appels de phare. La jeune infirmière accélère, anxieuse, tout en essayant d'apercevoir le conducteur du véhicule dans son rétroviseur. Les appels de phare continuent, frénétiques. Elle tourne à droite, puis à gauche, la voiture la suit. Nathalie commence à paniquer, que lui veut donc cette personne? Elle arrive dans l'allée menant à sa maison. Son seul espoir, tenter le tout pour le tout et courir s'enfermer chez elle pour appeler la police. Au moment où elle descend de la voiture, elle entend son poursuivant descendre à son tour et hurler « Enfermez-vous et appelez la police vite ». N'osant pas se retourner, elle s'enferme chez elle et appelle les gendarmes. Elle jette un œil par la fenêtre pour apercevoir une grande silhouette armée d'un couteau de boucher, attaquant sauvagement l'homme qui la suivait. Terrifiée, Nathalie se réfugie dans sa salle de bain, priant pour que les secours arrivent au plus vite. Ce n'est que plus tard qu'elle comprendra ce qui s'est réellement déroulé ce jour-là. L'homme dans la voiture essayait de la sauver. Il avait vu un homme se glisser dans la voiture de Nathalie et essayait de la prévenir. Il l'a payé de sa vie.
Windermere, Royaume-Uni, 1982, Hélène a 16 ans et se rend à un babysitting. Elle doit ce soir garder les 3 enfants d'un jeune couple, absent pour la soirée. Quand elle arrive, il l'informe que les enfants sont déjà couchés et qu'ils ne rentreront pas tard. Hélène s'installe dans le canapé de la grande demeure et ouvre un livre. Le téléphone sonne mais quand elle décroche, personne ne parle à l'autre bout de la ligne. Quelques minutes après, le téléphone sonne de nouveau, et cette fois une voix glaçante lui répond « Es-tu allé voir les enfants ?» Puis plus rien. Pensant qu'il s'agissait du père qui l'appelait pour savoir si tout se passait bien, elle se dit qu'il a été coupé et qu'il va rappeler. En effet, quelques minutes après le téléphone retentit « Es-tu allé voir les enfants ?» répète la voix. « Monsieur Stuart ?» demande-t-elle, inquiète, mais personne ne répond. Elle décide d'appeler le restaurant où dînent ses employeurs mais on l'informe qu'ils en sont partis depuis 10 minutes. Elle contacte ensuite la police mais ces derniers lui affirment ne rien pouvoir faire contre les canulars téléphoniques. À peine a-t-elle raccroché que de nouveau l'inconnu l'appelle. « Pourquoi n'es-tu pas allé voir les enfants ?» Effrayée, elle contacte de nouveau la police, leur assurant que cet inconnu est là, tout près, qu'elle le sent. L'agent à l'autre bout de la ligne décide de prendre son numéro et la rassure. « La prochaine fois qu'il vous appelle, nous tracerons l'origine du coup de fil, d'accord Hélène ? Restez calme surtout. » Hélène éteint le salon et s'enferme dans la cuisine, le téléphone près d'elle. Il sonne et cette fois elle décroche tout de suite. « Qu'est-ce que vous me voulez à la fin ? Pourquoi as-tu éteint les lumières ? Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous me voulez ? Je te vois, tu sais. Ok, très bien, vous m'avez fait peur, c'est réussi. Vous êtes content, c'est que vous vouliez ? Non. Ce que je veux, c'est me baigner dans ton sang. » Hélène raccroche brusquement, terrifiée, mais la sonnerie retentit de nouveau. « Laissez-moi » hurle-t-elle dans le combiné. « Hélène, c'est moi, nous avons tracé l'appel, il faut que tu sortes tout de suite. » L'appel vient d'une des pièces de la maison. « Sors immédiatement. » Elle se rue vers la porte et commence à la déverrouiller en tremblant. Elle panique, fait tomber la clé, la ramasse, puis se relève. Elle entend un bruit dans son dos et voit alors une porte s'ouvrir en haut des escaliers. Un halo de lumière sort de la chambre des enfants et elle distingue très nettement la silhouette d'un homme debout, tourné vers elle. Elle parvient finalement à ouvrir la porte et se jette dehors, tombant nez à nez avec plusieurs policiers sur le palier, arme à la main. Immédiatement prise en charge par les secours, elle a juste le temps de se retourner et d'apercevoir le tueur fou, menotté par les policiers. L'homme est recouvert de sang. Celui des 3 enfants de la famille Stuart. Poznań, Pologne, 1984. Une mère emmène sa fille au marché aux puces. En se promenant dans les allées, la fillette remarque une jolie poupée de porcelaine en bon état dont 2 doigts de la main sont levés. Elle la réclame à sa mère qui demande le prix au vendeur et décide de l'acheter après avoir marchandé le prix. De retour chez elle, la fillette commence à jouer avec sa nouvelle poupée aux yeux bleus, aux cheveux blonds et habillée d'une robe rose en flanelle. Elle tient dans une main une jolie ombrelle rose mais ne peut rien tenir dans l'autre à cause de ses 2 doigts levés. Sa mère doit retourner faire une course et décide de laisser sa fille seule pendant 1 heure en lui disant de continuer de jouer dans sa chambre. La petite fille joue calmement quelques minutes jusqu'à ce qu'elle entende le téléphone sonner et descende dans la salle à manger pour y répondre. Elle n'a pas le temps de parler qu'une voix étouffée lui dit directement « Ne joue pas avec ta poupée après minuit », juste avant de raccrocher. Effrayée, la petite fille retourne dans sa chambre et range sa poupée au fond de son coffre à jouets. Quelques instants plus tard, sa mère rentre et trouve sa fille assise dans un coin de sa chambre. Elle voit que la petite ne va pas bien mais celle-ci ne lui parle ni du coup de téléphone, ni de sa poupée. Une semaine se passe sans aucun problème, jusqu'au samedi suivant. La mère est invitée à une soirée et, comme elle n'a pas trouvé de baby-sitter, elle décide de laisser sa petite seule chez elle en lui demandant si elle est d'accord. La petite acquiesce et promet de se coucher tôt. Elle part donc en voiture et passe la nuit à cette fameuse soirée. Lorsqu'elle rentre, à 1 heure du matin, elle décide d'aller voir dans la chambre de sa fille si elle dort. Elle ouvre la porte et pousse un cri. Sa fille est allongée sur le sol, égorgée. Le coffre à jouets est ouvert,
et à côté de lui se trouve la poupée de porcelaine. Malgré une enquête, la police ne trouve aucune trace d'effraction ou du meurtrier. La mère, folle de douleur, décide de revendre la poupée de sa petite fille qui a désormais 3 doigts de lever. Marseille, France, 2021. Franck et une bande d'amis ont loué un Airbnb dans un immeuble de Marseille. Ils passent leur première soirée à l'appartement à manger et à boire en se racontant de vieux souvenirs. Assez tard dans la nuit, la bande d'amis décide d'aller se coucher, mais Franck tourne en rond dans son lit et n'arrive pas à trouver le sommeil. Il entend soudain le bruit d'une voiture freiner brutalement en bas de l'immeuble et il décide d'aller voir par le balcon. Il voit 5 jeunes s'entasser dans un corbillard noir duquel sort de la musique forte. Le conducteur baisse sa fenêtre et laisse apparaître un visage gris et effrayant sur lequel repose une casquette de chauffeur. Il regarde Franck et lui dit « Il reste une place ». Il attend une minute en laissant le moteur tourner, mais Franck ne bouge pas du balcon, puis la voiture démarre en trombe et disparaît dans la nuit. Le lendemain, Franck raconte l'histoire à ses amis qui trouvent tous que c'est très étrange et lui disent qu'il a probablement rêvé. Franck reste cependant persuadé de ce qu'il a vu. Ils se rendent un peu plus tard au centre-ville et en remontant la rue de l'immeuble et il voit des éclats de verre au sol devant une épicerie. Franck demande à l'épicier ce qui est arrivé et celui-ci lui répond qu'il y a eu un accident dans la nuit et qu'un corbillard rempli de jeunes a foncé dans un mur, tuant les 5 passagers sur le coup. Les amis de Franck ne semblent pas comprendre à quel point cette nouvelle le perturbe et ils décident de rentrer seuls à l'appartement en les laissant aller se promener. Il reste 1 ou 2 heures à l'appartement et décide de retourner prendre l'air pour se changer les idées. Il appelle l'ascenseur et celui-ci s'arrête à son étage. La porte s'ouvre et il voit qu'il est déjà presque plein. Au milieu de ces visages, il y en a un qui l'interpelle, un homme au visage gris qui porte une casquette de chauffeur et qui lui dit « Il reste une place ». Franck reste tétanisé sur le palier et la porte de l'ascenseur se referme avant de reprendre sa descente. Il entend soudain des cris puis un énorme bruit qui provient d'en bas. Il descend les escaliers en trombe et réalise que l'ascenseur a lâché et qu'il s'est écrasé au sous-sol. Franck appelle les secours pour qu'ils viennent rapidement en aide aux occupants de l'appareil. Malheureusement, tout le monde est mort à l'intérieur et les pompiers sortent les différents corps un à un. Franck surveille, la peur au ventre, mais il ne voit nulle part l'homme au visage gris et à la casquette de chauffeur. Je m'appelle Olivia. J'avais 11 ans quand cet été-là, je suis parti aux États-Unis, à Hilton Head Island, en Caroline du Sud, avec toute ma famille. On logeait dans une immense villa, 6 chambres, une piscine extérieure, le rêve. Mais 3 chambres restaient vides, abandonnées. Les vacances auraient dû être parfaites. Sauf que moi, je dors mal depuis toujours. Insomnie, cauchemar, des nuits blanches hantées par le même rêve. Un homme entre dans ma chambre pour me faire du mal. Les 3 premières nuits, je ressens quelque chose d'étrange. Comme si j'étais observé. Ma chambre est lumineuse, sans volets, avec juste un grand rideau blanc transparent qui laisse passer la lumière de la lune. Je n'y prête pas trop attention, jusqu'à ce soir-là. Un bruit sourd éclate depuis le garage. Boum! Mon cœur s'emballe. Je me cache sous la couette, essayant de respirer calmement. Mais quelques minutes plus tard, un frisson me parcourt le dos. Je sens un courant d'air. J'ouvre lentement les yeux. Grâce à la lumière de la lune, je distingue une silhouette. Juste là, à la fenêtre. Yeme figue. Impossible de bouger, impossible de crier. Les larmes montent. Je prends mon iPad sous la couverture et j'envoie un message à mon grand frère. Heureusement, il est encore réveillé, à une soirée. Il me répond tout de suite. Pendant que j'écris, j'entends un bruit métallique. L'homme trifouille la fenêtre. Mon grand frère appelle immédiatement la police et fonce vers la villa. Moi, je pleure, tétanisé, sans oser me retourner. Puis un bruit plus fort. La fenêtre s'ouvre. Je me retourne enfin et je le vois. Un homme, debout, me fixe. Il essaie d'ouvrir la 2e fenêtre. Alors, je hurle. De toutes mes forces. Il s'enfuit aussitôt. Quelques minutes plus tard, la police, mes parents et mon grand frère arrivent en courant.
Mon grand frère pleure et tremble. Moi aussi. Cette nuit-là, je n'ai plus dormi, mais pour la première fois, mon cauchemar n'était plus seulement dans ma tête. Quelques années plus tard, après de longues thérapies, je dors mieux. Je suis suivi pour mon anxiété, et même si je reste hypersensible, je me sens plus forte. Un soir, autour d'un dîner en famille, je reparle de cette histoire, en rigolant. Tu te souviens, la fois où j'ai cru voir un monstre à la fenêtre. Mais mon frère se fige. Mon père s'assoit près de moi, le regard grave. Et là, il me raconte la vérité. L'homme que j'avais vu cette nuit-là, c'était le nettoyeur de la piscine. Mon père avait remarqué depuis quelques semaines qu'il était trop insistant avec moi et mon petit frère, qu'il voulait nous emmener faire un tour sur le terrain de golf, ou aller voir un coin isolé de la plage. Rien de flagrant, mais inquiétant. Quelques jours avant l'incident, mon père décide de le remplacer. Et c'est la nuit suivante que l'homme s'est aventuré près de la maison pour tenter de m'enlever. La police confirmera plus tard que cet homme avait déjà été arrêté pour tentative de kidnapping, mais libéré rapidement faute de preuves. Mon père me regarde droit dans les yeux. Cette nuit-là, Olivia, tu aurais pu disparaître. Je reste silencieuse. Ce que j'avais pris pour un cauchemar était en réalité la nuit où j'ai frôlé le pire. Bonjour, il y a maintenant quelque temps il m'est arrivé une chose, plutôt terrifiante. Actuellement j'ai 19 ans et je pense pouvoir enfin raconter ce qu'il m'est arrivé à moi et mes amis il y a quelque temps quand on avait tout juste 13 ans. Donc pour faire clair, pour fêter l'anniversaire d'un ami à moi quand on avait 13 ans, mes amis et moi avons décidé d'aller faire un urbex dans un genre de vieille maison immense de campagne avec un hangar pour les vaches et d'y rester dormir pour la nuit car il y avait une forêt vraiment à côté. Nous y sommes allés vers 20h tous ensemble, on était 4 dont mon ami à qui c'était l'anniversaire. Nous avions tous pour survivre donc tente, téléphone au cas où, de quoi faire un feu. Nous sommes rentrés dans le bâtiment environ vers 20h30 car ce n'était vraiment pas loin de chez nous et on a fini notre visite vers de 22h30 à 23h. Mais déjà pendant la visite du bâtiment nous avions entendu comme des voix et des sons comme si on nous suivait, puis une fois fini nous sommes sortis pour aller se diriger vers la forêt afin de manger, dormir. Une fois à nos tentes nous en avions 2, il y avait plein de bruit de brindilles qui se brisaient sous des pas. Mais naïf et surtout pour ne pas avoir plus peur qu'on avait déjà nous disions que c'était des animaux. Plus tard dans la nuit je me suis levé pour aller aux toilettes quand j'ai vu de loin une silhouette éclairée par le blanc de la lune mais la personne était clairement tournée vers la lune et non vers moi alors j'ai essayé de tout mon possible de garder mon calme mais c'était dur si dur pour un adolescent de 13 ans de se retenir de ne pas hurler à ce moment-là. Je suis allé immédiatement réveiller mes amis de sorte à ce que l'on puisse partir au plus vite. Nous avons ramassé le plus de trucs et sommes partis en courant sans allumer nos lampes pour ne pas l'attirer quand nous nous sommes retrouvés bloqués par un grillage car nous sommes allés dans le mauvais sens, forcément sans lampe, et puis il nous a vus. Honnêtement je crois qu'à ce moment-là j'étais plus que terrifié à l'idée de mourir, tout simplement je me disais que c'était fini et qu'il allait nous tuer ou je ne sais quoi mais non il nous a regardés de haut en bas avec des yeux d'un genre de ballon brillant et des cheveux longs et sales, on aurait même dit qu'il n'avait pas de visage. Il a essayé de nous parler mais il parlait avec une voix rauque et incompréhensible pendant bien 5 longues minutes en disant des choses qui n'avaient aucun sens dans une langue inconnue ou en tout cas que je ne comprends pas et puis rien il est parti en courant. Bien évidemment avec mes amis nous avons ramassé nos affaires le plus rapidement possible et sommes partis. Je m'appelle Isaac, j'ai 22 ans, et je vais vous raconter la seule histoire de ma vie méga bizarre mais qui a failli me tuer. Enfin je le pensais sur le moment, plus j'y pense, plus je me dis que c'était évident sur le moment mais que je m'étais quand même rendu compte de rien. C'était il y a 3 ans et demi je crois, et je vivais en colocation à l'époque avec un gars plus âgé que moi, il était policier, il s'appelait François et c'était très bien comme ça. Ça nous arrangeait tous les deux, et puis c'était un peu vivant dans l'appart au moins. J'avais décidé de déménager mais c'était vraiment pas pour tout de suite quoi. Un soir, je tape la meilleure insomnie de ma vie, retenez ce détail c'est super important, je me couche pas, je finis par ne pas dormir et pam il est 9h du matin. Je faisais régulièrement des insomnies, à ne pas dormir et tout, mais là je sais pas c'était étrange comme sensation. À l'époque je dormais sur le canapé lit et mon coloc dans la chambre. Je sais pas, je ressentais ce truc bizarre qui te tord le ventre. Bref,
je vais acheter une canette de Monster, il est 10h30, je bosse de chez moi, donc tout va bien, j'ai le temps. Je rentre et mon coloc est censé déjà être parti, mais il fait noir dans la chambre et les volets sont fermés. Je me dis qu'il doit être malade, et qu'il a dû prévenir son boulot que c'était pas possible pour lui d'aller au travail. Je rentre dans sa chambre, il faisait tout noir. J'ai pas osé allumer et je lui ai demandé s'il allait bien tout doucement pour pas le gêner. Je sentais un truc bizarre mais je savais pas quoi. Il m'a pas répondu et m'a juste fait une sorte de mini grognement pour me signifier « Laisse-moi dormir quoi ». Il avait la tête dans la couette parce qu'il devait avoir froid, et il y avait juste le front et les cheveux qui dépassaient de la couette. Je vous le répète mais j'étais dans le noir, je ne le voyais pas. La journée se passe, il reste allongé dans le lit toute la journée. Donc je me dis qu'il doit vraiment être malade. Je fais une sieste de 1h30 sur le canapé vers 13h45, 14h à peu près. Et quand j'ai su ce qui n'allait pas, je m'en suis voulu d'avoir fait cette sieste parce que je sais pas ce qui serait arrivé mais ça aurait pu être très grave. Et le soir arrive, il est 22h30 à peu près, je commence à sombrer, et d'un coup, j'entends la porte de l'appart s'ouvrir, mais avec les clés, genre quelqu'un qui insère les clés dans la serrure de l'appart. Je me lève, je vais voir qui c'est, et oh tiens mon coloc qui rentre de plusieurs jours chez des amis à lui. Alors certes, il est là devant moi, mais je ne me rappelais pas qu'il était en vacances, pour moi il travaillait. Et là j'ai compris ce qu'il se passait. Je demande à mon coloc de sortir avant qu'il ne rentre, je ferme la porte à clé de l'extérieur et je lui explique que depuis le début de la journée il y a quelqu'un dans son lit. Il est policier, mais malheureusement c'est interdit pour lui d'avoir son arme de service sur lui. Il décide de rentrer tout de même et d'aller voir, et moi pendant ce temps toujours devant la porte, j'appelle la police. J'étais vraiment pas bien, je transpirais énormément, j'étais épuisé, tout était dur à faire à ce moment-là. La police me dit qu'il arrive dans 10 minutes et qu'on doit attendre devant la porte. Évidemment, je rentre pour voir si tout va bien pour mon coloc. J'arrive dans la chambre, et là je vois que mon coloc a assommé le mec qui dormait avec la canette de Monster que j'avais achetée. L'homme qui était dans le lit, je ne le connaissais pas du tout et mon coloc non plus. Il avait le visage creusé, des cernes absolument énormes, une grosse moustache. Enfin un mec vraiment pas beau à regarder quoi. Bref, la police arrive, ils l'embarquent, et d'après les policiers c'était un mec recherché pour larcin, agression sexuelle et il était sous l'emprise de stupéfiants quand il était chez moi. Moi j'ai déménagé depuis, dans un appart où étrangement j'ai en visu toutes les pièces de l'appart à partir du salon et ça c'est rassurant. Je m'appelle Elena, j'ai 28 ans et j'habite en Belgique. Au moment des faits, j'ai 18 ans. Une amie m'invite à une soirée, je n'ai pas très envie d'y aller car je ne connais personne à part elle et c'est à 1 heure de route de chez moi. Je finis quand même par y aller, la soirée se passe super bien, on s'amuse, et je reste sobre car je dois conduire pour rentrer. Mon amie, elle, est complètement bourrée. Après m'être assuré que sa coloc la ramènerait en sécurité chez elle, je décide de rentrer vers 4 heures du matin. Je rejoins ma voiture, seul du coup, une vieille bagnole de 98 que j'ai achetée avec mon salaire de job étudiant. La soirée se déroule dans une distillerie, sur une petite route de campagne pas éclairée du tout, et je suis garé assez loin. Je ne suis déjà pas trop rassuré en marchant vers ma voiture, j'accélère le pas dès que j'entends une feuille craquer, bref. J'arrive à ma voiture et en voulant ouvrir la portière, avec la clé, vu que c'est une vieille voiture, je m'aperçois qu'elle n'est pas verrouillée. Je pensais l'avoir verrouillée en sortant mais soit, au moins, on ne me l'a pas volée. Je m'assieds, me tourne vers la droite pour mettre mon sac sur le siège passager, et là, j'aperçois, du coin de l'œil, des jambes sur la banquette arrière. Je me retourne et je découvre quelqu'un, une fille vêtue d'une mini-jupe, couchée sur ma banquette arrière. Terrifié, je lui hurle dessus en lui demandant ce qu'elle fout dans ma voiture. Elle sursaute, commence à pleurer, s'excuse et m'explique qu'elle est venue seule en train pour rejoindre des amis à cette soirée, qu'elle a bu et qu'elle a raté le dernier train pour rentrer, qu'elle ne savait pas comment rentrer chez elle et que donc, elle est entrée dans la première voiture ouverte qu'elle a trouvée pour y dormir. Je m'en veux un peu de lui avoir crié dessus, je la sens vraiment en détresse. Je me dis que c'est juste une fille seule qui veut rentrer chez elle, comme moi au final. J'ai de la peine pour elle,
et je lui propose de la ramener chez elle. Je lui demande où elle habite, et elle me répond le nom d'une ville juste à côté de la mienne. Je lui dis que je vais la ramener, que c'est pas très loin de chez moi, et je l'invite à venir s'asseoir devant pour le trajet. Je me mets en route, et pour ne pas laisser de blanc malaisant, j'essaie de faire un peu la conversation avec elle. Elle commence peu à peu à se contredire, comme si elle mentait, mais je ne la sens pas du tout mal à l'aise. Nous roulons toujours sur une route de campagne, mais nous arrivons à une partie qui est éclairée. Tout en roulant, à la lueur des éclairages de la route, je remarque que ses jambes sont entièrement poilues, vraiment comme les jambes d'un homme. Je regarde alors ses mains, et je vois clairement que ce sont celles d'un homme. À ce moment-là, je comprends que c'est un homme déguisé en femme. Mon sang se glace, je ne sais pas quoi faire alors, je suis mon instinct. Je me dis que, si je commence à paniquer et à lui dire « mettez un mec », peut-être qu'il va devenir agressif et c'est la dernière chose dont j'ai envie, vu que je suis seul au milieu de la campagne, loin de chez moi, avec un homme qui se fait passer pour une femme et je ne sais pas pourquoi. Je suis mon instinct et je décide de provoquer un petit accident, de sorte que nous ne soyons pas blessés, mais que j'ai une excuse pour appeler la police. Nous sortons de la voiture, je fais semblant d'être sous le choc, d'avoir perdu le contrôle de la voiture, et je dis que je vais appeler la police car la voiture est endommagée. Il me répond qu'il n'y a pas besoin d'appeler la police, qu'il va appeler quelqu'un qui n'habite pas loin et qui va venir nous aider. Je compose le numéro de la police, DEU merci on me répond directement, et quand il voit que je parle à la police, il s'enfuit en courant. Je suis seul, avec ma voiture accidentée, je suis terrifié, j'éclate en sanglots et j'explique tout à la policière au bout du fil. Elle me dit qu'une équipe n'est pas très loin et qu'elle arrive tout de suite. 5 bonnes minutes plus tard, la police arrive. Je suis derrière ma voiture, complètement apeuré que l'homme ne réapparaisse d'où je l'ai vu s'enfuir. Je leur explique tout, leur décris l'apparence de l'homme en question, pendant qu'ils fouillent mon véhicule. Ils ouvrent le coffre, auquel je fais face pendant que je leur parle, et là, mon visage se décompose. Il y avait une pelle et une bâche dans mon coffre. Ce malade avait prévu de m'enterrer, vivante ou morte, au milieu de nulle part. La police me ramène chez moi, et m'explique que j'ai eu beaucoup de chance. Je n'ai jamais su qui était cet homme, je ne l'ai jamais revu, mais clairement ce soir-là, j'ai échappé à la mort. Je me pose 1001 questions. Il m'a donné le nom d'une petite ville à côté de la mienne, est-ce qu'il savait où j'habitais? Il est rentré dans ma voiture, la voiture d'une fille seule, est-ce qu'il m'a suivi depuis le début? Il allait appeler quelqu'un, est-ce qu'il avait un complice? Vu qu'il est parti en courant au milieu de nulle part, pourquoi la police ne l'a jamais retrouvé? Encore aujourd'hui, 10 ans plus tard, j'ai des angoisses rien qu'en y pensant, j'ai la phobie de rentrer seul, et je ne laisse jamais mes amis rentrer seuls chez elles. Je suis traumatisé à vie. Voici une histoire qui m'est arrivée il y a 3 mois. Pour que vous compreniez bien l'histoire, il est important que vous sachiez ces quelques détails. Déjà mes parents sont divorcés et je vis une semaine sur 2 chez l'un et une semaine sur 2 chez l'autre. Mon père ne s'est jamais remis en couple après le divorce. Cette semaine-là j'étais chez mon père. Dans la maison il n'y avait donc que moi, mon frère de 12 ans et mon père. Pour vous situer, j'ai 15 ans et je vis dans la campagne. Cette nuit-là il était aux alentours de 2 heures du matin. J'ai l'habitude de me coucher très tard et cette nuit-là ne faisait pas exception. Je me suis levé pour aller chercher un verre d'eau dans la cuisine. Quand je me déplace dans ma maison la nuit, je n'allume jamais aucune lumière pour ne réveiller, déranger personne. Je marcha dans le couloir et à peine ai-je atteint la porte en verre qui sépare le couloir de la cuisine, j'ai un très mauvais pressentiment. Ma cuisine a une véranda qui donne sur mon jardin. Ce qui se passe dehors peut s'apercevoir de derrière la porte en verre. Je décide de jeter un coup d'œil dans la cuisine depuis là où je suis au cas où et mon sang se glaça quand je vis un homme debout devant ma baie vitrée. Il était grand, habillé tout en noir et tenait dans sa main un objet que je n'ai pas eu le temps d'identifier. À ce moment exact, j'étais très contente d'être fan de films d'horreur et de faits divers car je sais que si ça n'avait pas été le cas j'aurais paniqué et donc réagi de la pire des manières. Or je savais très bien ce que je devais faire. Me mettre moi-même en sécurité. Avertir mon père et la police. Attendre patiemment et essayant de garder mon calme au maximum.
Ça peut paraître étrange que j'ai réagi comme ça sachant que la situation était extrêmement flippante et que je n'ai que 15 ans mais mon instinct de survie avait à ce moment-là pris le dessus sur mon stress et ma peur. Merci Seigneur. L'homme n'a pas l'air de m'avoir vu. Je retourne donc à ma chambre, je m'y enferme à clé. J'appelle la police, la première chose que je dis est mon adresse, puis je rajoute mon nom et mon âge. Il y a un homme qui s'est introduit sur ma propriété, il semble armé. Oui, je suis en sécurité. Non, je ne connais pas l'individu. Oui, un adulte est présent. Il sera mis au courant de ma situation dès que j'aurai raccroché le téléphone. La dame à l'autre bout du fil m'a informé que la police arriverait dans une dizaine de minutes. À peine j'eus raccroché que j'envoyais un message à mon père qui expliquait la situation. Lui disait de ne rien faire et que la police arrivait. Je l'ai ensuite appelé. Je ne voulais pas qu'il réponde mais seulement qu'il se réveille et voie mes messages. Je n'y avais pas porté attention dans le rush mais l'individu donnait des coups répétés dans ma porte d'entrée qui au vu des bruits ne tarderait pas à céder. À ce moment précis je commençais à avoir peur pour ma sécurité mais également pour celle de mon petit frère qui lui ne se doutait de rien à l'étage. Je pris donc mon courage à deux mains. Je sortis de ma chambre et courus dans les escaliers jusqu'à la chambre de mon frère dans laquelle je nous ai enfermés à clé. Il ne comprenait rien. La police est arrivée une minute plus tard et a arrêté l'individu. Parfois je repense à cette nuit-là et je me dis que si je n'avais pas eu ce pressentiment, réagi comme je l'ai fait ou si la police était arrivée 2 minutes plus tard je serais peut-être morte à l'heure qu'il est.